Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être cette table ronde avec un véritable sujet qui va nous emporter tous. C'est la nouvelle loi de l'emballage industriel et commerciaux. La loi, une nouvelle loi depuis le 1er janvier 2025 où les industriels vont être concernés, les distributeurs, puisque c'est une nouvelle contribution qui va être mise en place, demandée à l'ensemble des fabricants et metteurs au marché. Et j'ai la chance de pouvoir, sur ce sujet-là, recevoir Julien Dubourg, président de Citeo. Julien, si vous voulez dire un mot pour vous présenter. Oui, bonjour à tous, Julien Dubourg, effectivement de Citeo Pro. Peut-être quelques mots pour introduire Citeo Pro. On est une filiale de la société Citeo qui est l'éco-organisme qui gère la responsabilité élargie du producteur sur les emballages ménagers. Pour faire simple, c'est gérer le recyclage et gérer le bac jaune historiquement, que vous avez certainement chez vous dans votre maison ou au pied de votre immeuble. Donc c'est historiquement pour gérer le recyclage des emballages ménagers. Depuis peu pour développer le réemploi également sur les emballages ménagers. Et en lien avec cette nouvelle réglementation, on a créé une filiale qui s'appelle Citeo Pro et qui est dédiée à la fois à la gestion du recyclage et du réemploi sur les emballages de la restauration et puis demain sur les emballages professionnels que vont détenir les magasins, quels qu'ils soient, que ce soit des emballages de logistique ou des PLV. Merci Julien, on aura plein de questions à vous poser. J'en profite pour vous présenter Olivier d'Exemple. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier d'Exemple. Je dirige une agence de conseil en marketing qui s'occupe en fait du shopper et qui est là pour aider ses clients à raconter des histoires vraies d'abord et convaincantes ensuite. Et c'est pas antinomique, ça peut marcher ensemble. Donc on travaille, on fait des raisons de marque, on fait des raisons d'être, on fait des visions catégorielles où on met le shopper au centre de la réflexion. Voilà. Merci Olivier. Clément Dargent, merci d'être là. Bonjour à tous. Clément Dargent, je suis directeur général de PRS InVivo France. PRS InVivo, nous, on mesure, on observe les shoppers, on mesure leur comportement dans des magasins tests qu'on a pour des industriels, pour regarder par exemple l'impact que va avoir un nouveau packaging sur les comportements des consommateurs. Merci Clément. Alexandre Perrin. Bonjour tout le monde, Alexandre Perrin, directeur général de l'agence Economédia Saison 2. Et Economédia Saison 2 est une agence experte en merchant design. Donc on est à la fois expert en merchandising sur toute la partie stratégie catégorielle, stratégie opérationnelle, et aussi sur toute la partie conception, technique, design de tout ce qui va être concrétisation d'une stratégie en point de vente pour les marques de grande distribution, les lancements de produits, les rénovations, la stratégie catégorielle, la stratégie shopper. Donc on crée des concepts de mise en avant pour les marques de grande consommation. Merci Alexandre. César Leblanc. Eh bien, bonjour à tous, César Leblanc, Iconogreen. Nous, on est créateur de boucles d'économie circulaire locale et solidaire. On accompagne les marques dans des projets de réemploi, des réutilisations, de recyclage ou d'upcyclage, des PLV et des emballages professionnels. Merci. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc dans le retail, les conséquences de cette loi, elles vont être importantes. Les conséquences sont donc extrêmement importantes et toute la filière concernée, marques, enseignes, fournisseurs de solutions de PLV, puisque à l'intérieur de cette loi, puisqu'il s'agit de carton, de film plastique, mais également de carton, les PLV, publicité sur le lieu de vente, sont concernés et vous avez l'obligation d'aller les collecter et pour les trier. Voilà, ça va être vraiment une nouveauté. Donc on va devoir réfléchir à tout ça. Mais qu'est-ce que ça va impliquer? Des contributions supplémentaires pour les marques et les enseignes. Donc certainement des coûts additionnels pour celui qui nous rassemble tous sur ce salon et partout, c'est le shopper, puisqu'on travaille tous pour lui. Le shopper, c'est nous. Voilà, c'est vous. Donc, que va-t-il se passer? Pour ce shopper, est-ce qu'il va y avoir des coûts additionnels à travers cette nouvelle loi pour le shopper? Est-ce que vous voudrez bien nous réexpliquer ce que c'est une REP exactement et nous expliquer la loi? Mais avant ça, Julien, je voudrais poser une question à Olivier. C'est comment il va notre shopper, Olivier, aujourd'hui là? Notre shopper aujourd'hui en 3 points, Florian. D'abord, il est perdu. Et il n'a plus de repères. Il est très très inquiet. Il sort de 5 années de crise successives. On lui a quand même infligé une pandémie, une guerre, des changements politiques majeurs. Et donc il ne sait plus du tout où il est.
il a changé complètement de structure d'achat, il a dû faire des choix nouveaux. Et donc, il est en manque de repères complets. Et ça, en plus, il le fait dans un climat légèrement anxiogène, que je ne vais pas vous rappeler ici. Donc, c'est quelqu'un, le shopper, aujourd'hui, qu'on ne peut pas analyser sans imaginer avant tout qu'il a une charge mentale épouvantable. D'abord dans sa vie en général, et en plus, quand il va faire ses courses, de plus en plus, c'était déjà le cas avant. Donc premier point, c'est un shopper qui est très inquiet, très stressé. Alors face à ça, il met des stratégies en place. La première, c'est de se redonner des repères. Et le premier de ces repères, c'est que même si le commerce électronique progresse toujours, notre shopper, il va toujours en point de vente. Pourquoi ? Parce qu'il y retrouve en fait des choses qu'il connaît très bien. Il y retrouve des produits, et peut-être Clément, tu en diras un mot tout à l'heure. Il y retrouve des produits qu'il peut lire, qu'il peut regarder, qu'il peut toucher, qu'il peut voir, qu'il peut acheter immédiatement. Et puis son deuxième repère, c'est de faire des économies. Il fait tellement d'économies que malgré la fin de l'inflation, cette année 2024, l'année dernière en France, on a été le seul pays européen où la consommation n'est pas repartie. Elle est repartie partout ailleurs. En France, elle n'est pas repartie. Elle fait moins 2,4% dans les PGC FLS. Donc c'est quelqu'un qui est inquiet, c'est quelqu'un qui fait des économies, quelqu'un qui fréquente de plus en plus les MDD, les premiers prix, les promos, et à telle enseigne que l'an dernier, les 3 enseignes qui ont le plus contribué à la croissance du commerce en France, c'est Shein, Temu et Vinted, donc vraiment pas des enseignes de luxe. Donc ça c'est le deuxième point, quelqu'un qui vraiment contrôle sa consommation. Et le troisième point, c'est que malgré tout, il aime bien se faire plaisir, notre shopper. Et même s'il s'est mangé l'an dernier 12% d'inflation sur le chocolat, il a quand même acheté 24 millions de tablettes de plus de chocolat qu'en 2023. Donc il aime bien les petits plaisirs parce que quand même, dans cette vie un peu bizarre, il a besoin de se faire de temps en temps un petit peu plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, il en est le shopper. Si je peux rebondir sur la charge mentale dont tu parlais, ce qui est intéressant et important à garder en tête, c'est qu'effectivement, le shopper met en place des stratégies quand il fait ses achats. Et une des stratégies, c'est de créer des habitudes, créer des boucles d'habitudes, on appelle ça, pour en fait créer des raccourcis et aller au plus vite. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui sur un packaging, les industriels mettent en moyenne une douzaine de signes différents entre le nom de la marque, le logo, les ingrédients, etc. Donc sur le facing avant du packaging. Le shopper, on le mesure, n'en voit que 8. Quand on fait de l'eye tracking, il n'en voit que 8 et n'est capable d'en restituer que 4. Donc en fait, il y a aussi une sorte d'ambivalence entre ce que les industriels essayent de pousser aux shoppers et ce que les shoppers en perçoivent, parce que les shoppers, ils vont essayer de se simplifier la vie au maximum avec des habitudes qui sont très ancrées. Merci Clément. Alors, avant de rebondir sur le shopper, cette nouvelle loi, Julien, contribution additionnelle pour les enseignes, est-ce qu'il va y avoir un impact pour le shopper, puisque on parlait d'inflation, 12% aujourd'hui? L'objectif, c'est de le limiter. Peut-être, je me permets, tu me le proposais tout à l'heure, de rappeler un petit peu ce qu'est ce principe de responsabilité élargie du producteur, parce que c'est un peu un ovni ou un schmilblick. C'est que c'est inscrit dans la loi depuis pas mal de temps, c'est que les entreprises doivent gérer la fin de vie des déchets qu'elles contribuent à générer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va certainement faire la bascule souvent entre les emballages ménagers et puis les emballages professionnels au cours de la table ronde. Ça fait 30 ans que la gestion des déchets ne s'arrête pas aux portes des usines, mais finalement, les entreprises sont responsables pour gérer la fin de vie des emballages qu'ils contribuent à mettre sur le marché, et puis de façon plus récente, de pouvoir développer des systèmes de réemploi. On pourra peut-être en parler 2 secondes tout à l'heure. Donc c'est la façon dont ça se passe. Et pour faire ça, les entreprises, d'une manière générale, se sont regroupées à travers des éco-organismes comme Citeo, et puis il y en a d'autres sur d'autres filières. On va se limiter aux emballages pour le moment. Pour mutualiser les moyens et faire en sorte de développer la collecte, le tri et le recyclage des emballages. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du bac jaune. Et puis derrière le bac jaune, il y a des centres de tri, il y a des centres de surtri. Donc ça, c'est sur la partie emballage ménager. Et il y a une conséquence immédiate sur le shopper, c'est que le coût de cette gestion, donc le coût de la contribution que l'on fait payer aux entreprises, elle est intégrée au prix de vente.
Vous le voyez peut-être dans le secteur, là en tant que consommateur, en tant que shopper, vous le voyez peut-être sur les produits électroniques ou sur le mobilier, où vous voyez cette contribution de façon visible, puisque quand on achète un frigo, c'est don éco-participation. En fait, lorsque vous achetez un pot de yaourt, je crois qu'on va en parler, vous ne le voyez pas, mais dedans, il y a quelques centimes d'euros qui sont liés à la gestion de fin de vie de cet emballage. Donc ça existe sur l'emballage ménager. Ça va exister sur les emballages professionnels avec une différence considérable, c'est qu'aujourd'hui, la REP n'est pas encore mise en place, ce principe de mutuelle n'est pas encore mis en place, que déjà, et notamment les enseignes, font déjà une grosse partie du boulot pour pouvoir trier les cartons, trier les plastiques, etc. Donc l'objectif, c'est que c'est un impact économique le moins important possible, parce que le gros est déjà fait, et que finalement, on vienne mettre de l'argent complémentaire là où il y a besoin d'améliorer. Et là où il y a besoin d'améliorer, c'est développer le recyclage des plastiques, la collecte et le recyclage, et puis de développer le réemploi. Donc, pas en magasin, pas de visibilité, pas d'impact direct sur le shopper, premier point. Et puis deuxième point, et ça va être notre boulot, et ça va être notre boulot aussi d'influence avec les organisations professionnelles, de faire en sorte que cette REP soit la moins coûteuse possible pour les industriels, de façon à ce que ça se reporte pas sur le prix de vente et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est déjà une bonne nouvelle donc pour le shopper. Et concrètement, alors, une REP, responsabilité élargie des producteurs, pouvez nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne bien son rôle et comment vous allez accompagner les marques et les distributeurs dans ce challenge? Ouais, double enjeu, hein, donc en lien avec ce que je disais à l'instant, il faut nous voir un petit peu comme une mutuelle. Notre façon d'être structuré, on est une société privée, gérée et gouvernée par des entreprises. Hein, donc notre conseil d'administration, ce sont des entreprises qui sont concernées. La seule particularité qu'on a avec une autre entreprise, c'est qu'on est à but non lucratif. Donc il n'y a pas de distribution de dividendes. Ça serait un petit peu fort de percevoir des contributions qui sont liées à la diminution des impacts environnementaux et puis de rémunérer nos actionnaires. Donc on est à but non lucratif pour cela. Et donc finalement, dans cette REP sur les emballages professionnels, les entreprises vont être concernées à deux titres. L'une, en tant qu'un peu obligée de la REP, c'est-à-dire que les industriels qui livrent les magasins de produits ou de PLV vont payer une contribution. On va faire en sorte qu'elle soit la plus légère possible, mais vont payer une contribution. Donc c'est un peu des obligés de la REP pour pouvoir financer les opérations. Ça, c'est l'amont de la chaîne. Et puis en aval, le rôle de l'éco-organisme, et c'est vrai quelles que soient les filières, et ça sera le cas sur les emballages professionnels, ça sera de développer la collecte, le tri, pour développer le recyclage des différentes matières, notamment des PLV en fonction de leur constitution. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1. Et puis c'est également d'accompagner les entreprises qui mettent en marché pour améliorer l'éco-conception de leurs emballages professionnels, encore une fois, sur ce sujet. Alors, ça peut être de la réduction, ça peut être de développer des initiatives de réemploi, et je crois savoir qu'en matière de PLV, il existe des initiatives, et puis également de développer l'éco-conception des emballages professionnels, notamment sur les plastiques, parce que c'est là où vont se concentrer les problèmes, utiliser des résines qui sont recyclables, et puis intégrer de la matière recyclée pour pouvoir développer cette économie circulaire sur les emballages professionnels. Merci. Donc intégrer de la matière recyclée, on peut imaginer qu'à moyen terme, on ait un volume plus important aujourd'hui de matière recyclée. C'est bien l'objectif, hein, c'est de massifier pour pouvoir avoir des filières d'économie circulaire pérennes, quels que soient les matériaux. D'accord, très bien. Et alors, pour notre shopper, il en pense quoi, lui, vis-à-vis de l'environnement et des préoccupations Comment il répond à ça? Le shopper, il a très envie de bien faire. Par exemple, quand il déclare qu'il réduit sa consommation, il dit que c'est pour moitié pour faire des économies sur les emballages, pour ne pas générer plus de déchets, pour préserver l'environnement. Donc il est prêt à bien faire, mais il faut bien dire qu'on ne l'aide pas toujours. Il attend beaucoup de la grande distribution, il attend beaucoup des industriels, il attend beaucoup des pouvoirs publics, mais en même temps, il voit bien qu'on lui fait payer sa recharge de flacons de gel douche, comme aime à le dire Olivier Dauvert, plus cher que son packaging. Il voit bien aussi qu'on lui fait payer son jambon sans nitrite plus cher que celui avec nitrite. Donc il aimerait bien qu'on l'aide un petit peu plus.
Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, Julien, sur le pot de yaourt, moi, je vous invite à faire un mini voyage. Donc, je suis venu avec mon pot de yaourt témoin. Donc, c'est un U, c'est pour ne pas faire de tort à Danone ou à qui que ce soit. Je vous invite à aller acheter un pot de yaourt. Donc, vous allez acheter un pot de yaourt, il n'y a rien de plus banal. Sauf que vous allez vous retrouver dans un hypermarché, il y a 1000 références de pots de yaourt. 1000. Plus que 1000 même. Et il y en a 50 nouvelles chaque mois. Donc comment vous faites? On va arriver ensuite sur le recyclage. Donc vous quand même, dans ces 1000 références, il y a de la brebis, il y a de la chèvre, il y a de la vache, il y a du skyr, il y a du brassé, il y a du haut fruit, il y a du nature, il y a du pot de verre, du pot de plastique, il y a du carton, il y a des pots par 4, par 6, par 8, par 12, par 24, il y a du 100 grammes, du 125 grammes. Bref, il y a de quoi faire. Donc, une fois que vous avez trouvé votre pot de yaourt, parce que quand même vous le trouvez, vous allez le consommer, c'est très bon. Et à la maison, vous allez le mettre, comme disait Julien, dans la poubelle jaune. Donc en France, c'est 60 000 tonnes d'emballages de yaourt chaque année qui sont vendus. Mais comme on n'a pas tous bien encore compris, on n'en met que 11 000 tonnes dans notre poubelle jaune. Donc il faut répéter, Julien, que tous les emballages, c'est poubelle jaune. Donc 11 000 tonnes sur 60 000, donc le reste, ça part directement en incinération dans la poubelle normale. Donc il faut marteler les messages pour que le shopper comprenne que c'est poubelle jaune avant tout. Et puis sur ces 11 000 tonnes qui finissent quand même dans la poubelle jaune, malheureusement aujourd'hui, d'abord l'opercule, il a de l'aluminium, donc on ne sait pas bien le traiter, donc lui pareil, on va l'incinérer tout de suite. Et puis ensuite, le plastique, on ne sait pas très bien ce plastique-là le gérer. Et donc, en réalité, on ne va pouvoir traiter en recyclage que 3 000 tonnes à peu près. Donc, sur les 60 000 tonnes, il y a en fait 2 000 tonnes qui peuvent être réellement aujourd'hui recyclées. Donc, il faut vraiment marteler tous ces messages et construire des filières. Mais je crois qu'il y a des initiatives sur ce sujet-là. Ouais, sur le... Ouais, tout à fait. Merci pour l'exemple du pot de yaourt parce que vraiment, je rebascule sur les emballages ménagers. Mais effectivement, on parlait tout à l'heure que ça s'est mis en place en 30 ans. Il y a eu des filières de recyclage qui sont devenues pleinement matures. Le carton, ça marche très bien. Dans les plastiques, la bouteille en PET a une filière de recyclage totalement mature. Et puis, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus récent. Et notamment parce que ce geste de tri dans le bac jaune du pot de yaourt, il n'est pas si vieux. Il n'y a pas si longtemps, on ne mettait dans le bac jaune que des emballages, que les bouteilles. Donc déjà, il est assez récent et le shopper ou le consommateur ou le ménage, une fois qu'il est à la maison, il n'a pas encore l'habitude de mettre tous les emballages dans le bac jaune, en particulier les pots de yaourt. Donc on a un sujet de sensibilisation. Quand on retourne l'emballage derrière le facing, il y a souvent l'infotri pour pouvoir encourager le consommateur à faire ce geste de tri, et c'est un maillon essentiel parce que c'est comme ça qu'on va avoir c'est comme ça qu'on va avoir le gisement. Puis ensuite, je vous passe le process de collecte, de tri avec l'objectif d'essayer de capter le plus possible. Et c'est en cela qu'on a développé des centres de tri qui sont adaptés. Et puis ensuite, il y a la filière de recyclage à proprement parler, qui aujourd'hui permet de recycler le polystyrène à proportion de ce qui est récupéré, mais qui ne permet pas un retour à l'emballage pour refaire un pot de yaourt. Et donc là, on a investi avec un partenaire pour pouvoir développer une usine de recyclage, faire du recyclage chimique, et ce qui permet de revenir à la possibilité de faire des pots de yaourt à partir de matières recyclées. C'est l'aval de la chaîne. Et pour boucler et montrer que finalement c'est un écosystème vraiment très collectif et une responsabilité très collective, c'est qu'il y a aussi un enjeu d'éco-conception du côté des entreprises. Le fabricant du pot de yaourt, effectivement, l'opercule aujourd'hui, il est aluminisé, il n'est pas recyclable. Donc il y a des travaux, il y a des entreprises qui ont investi dans le sujet pour pouvoir avoir l'opercule qui est de la même matière que le pot de yaourt, c'est du polystyrène, de façon à pouvoir recycler la totalité. Ce n'est pas quelque chose qui est encore à l'échelle, mais tous ces sujets-là, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a des process industriels, il y a des coûts quand ce n'est pas mature, et c'est à ça qu'on sert, c'est aussi d'amorcer les solutions pour pouvoir développer autant que possible l'économie circulaire de ce pot de yaourt, qu'il soit U, Danone ou quelle que soit la marque.
Alors justement, les industriels s'en occupent. Ici au salon Shop, on a des experts sur l'ensemble de la publicité sur le lieu de vente, vous l'avez bien compris. Et chez Shop, nous avons fait une étude et c'est le média préféré des Français qui est la PLV, la publicité sur le lieu de vente. Voilà. Donc le Français ne fait plus forcément confiance à la pub télé, à la presse, parce que greenwashing, quand il est dans son point de vente, il prend des décisions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la publicité sur le lieu de vente, la PLV, est son média préféré. Et justement, Clément, j'adore ce métier que tu fais, c'est le comportement des shoppers face à un packaging en point de vente, donc aussi qui est posé sur une PLV. Ça se passe comment, comment ils décident aujourd'hui? En fait, justement, je voulais rebondir aussi sur la sensibilisation dont vous parlez. C'est un enjeu majeur pour les industriels parce que aujourd'hui, il y a une grosse différence entre ce que les consommateurs et les shoppers nous disent qu'ils veulent faire. Ils veulent recycler, ils sont plein de bonnes intentions, et ce qu'ils font en réalité. En réalité, la recyclabilité du packaging, par exemple, ou toutes les notions de RSE des entreprises arrivent très très loin dans les facteurs d'achat des consommateurs. Le choix des consommateurs va être drivé par 3 choses principalement: la marque, le prix, et après le goût, les ingrédients, ça dépend de la catégorie. Ça va être des choses plutôt plaisir ou l'efficacité du produit. Donc déjà, l'enjeu principal pour les industriels, ça va être de répondre à ces attentes et ensuite par exemple, d'utiliser la RSE ou la recyclabilité des packaging comme une manière de se différencier. Mais il va falloir que les industriels communiquent massivement dessus pour que ça devienne une habitude. Et donc, c'est toujours le prix, la marque, j'entends. C'est toujours ça, oui. C'est ça. Et la marque, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme elle est sur son mobilier de PLV, on est bien d'accord, Julien, qu'on va devoir s'attaquer à ça, puisque les emballages carton et toutes ces choses vont devoir changer, bouger. Est-ce que ça va intéresser la marque? Est-ce que le shopper, ça va l'initier? Là, on parlait de comportement du shopper face à l'environnement, ou est-ce que pas forcément, ou est-ce qu'à un moment donné, on va devoir l'éduquer? En fait, on va devoir l'éduquer, oui, pour que ses intentions se transforment en action. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas adressé des notions basiques de prix et de marque, il ne va pas changer comme ça. Alors, par contre, tu parlais de l'importance de la communication sur le lieu de vente, notamment via la PLV. En fait, aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, il y a plus d'argent qui est dépensé sur les lieux de vente que sur les médias traditionnels, qui donc sont moins des médias traditionnels maintenant, c'est-à-dire la télévision et même tout ce qui est hors point de vente. Donc effectivement, tout ce qui va se faire sur les lieux de vente va être un média majeur pour changer les comportements des consommateurs. D'accord. Alexandre, on doit réfléchir comment alors aujourd'hui? C'est quoi? Comment on doit accompagner? Comment on doit faire savoir aux marques, aux enseignes? C'est quoi aujourd'hui? Il y a des modèles à changer? Alors, effectivement, il y a des modèles à changer, il y a des modèles à adapter, mais il y a surtout 3 mots-clés qu'on a entendus depuis le début qui sont recyclage, éco-conception et circularité. Ça, pour nous, c'est les 3 mots qui matchent avec les enjeux d'avenir de nos clients, qui sont les industriels, nous, Economédia, et sûrement vous, industriels aussi. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner avec des solutions qui fonctionnent, des solutions qui vont répondre à ces enjeux d'avenir. Et nous, notre travail, c'est aussi ça, c'est de réfléchir et de mettre en place des solutions qui fonctionnent et qui vont être adaptées à ces futures réglementations et à ces futurs engagements aussi que les marques veulent prendre pour la planète et que les shoppers vont aussi essayer de prendre le plus possible dans leur quotidien et de leur façon d'acheter. Donc en fait, les modèles pour l'instant, typiquement sur la PLV, si je prends l'exemple du box carton, qui est le truc le plus commun à tout le monde, le box carton, c'est le modèle qui fonctionne le mieux actuellement et sur les dernières années, c'est très simple, c'est très rentable sur une opération promo. Je le prends, je le fabrique, je l'utilise et après je le jette. L'idée, c'est de l'amortir sur une OP. Une fois que le box est vidé, il a été amorti, bim, ça dégage, c'est recyclé. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, sur l'ensemble des PLV, sur l'ensemble des mobiliers, des concepts de points de vente, etc., c'est de pouvoir se dire, il y a 2 façons d'évoluer. Soit le modèle actuel, je fais ce qu'il faut pour le compenser au maximum, et dans ce cas-là, on a toutes les solutions effectivement de traçabilité, de collecte, de recyclage, de valorisation, ou le modèle, je le change. Et je me dis, je pars sur quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être aussi une nouvelle solution qu'on développe nous en ce moment, qui est de se dire, le box carton
par rapport aux nouvelles réglementations, par rapport à la matière première qui va être de plus en plus rare, de plus en plus chère, aux difficultés de les fabriquer, de les compter, de les approvisionner en point de vente. Et ben, je trouve une nouvelle solution qui me simplifie tout ça, qui me simplifie toute la partie logistique, qui me simplifie tous les coûts collatéraux et qui vont aussi simplifier le temps passé par mes équipes pour pouvoir les mettre en place, les récupérer, les commander, aller les chercher, etc. Donc c'est pour ça qu'on a, nous, développé des solutions d'avenir pour pouvoir les proposer à nos clients directement et de se dire, voilà, vous avez une solution qui fonctionne dès demain, on peut les collecter, les recycler, c'est des mobiliers réemployables, personnalisables, multifonctions, qui sont plus écologiques, plus économiques et plus pratiques. Ça, c'est notre but. On change de modèle. Si maintenant on décide effectivement d'avoir une solution qui est plus en adéquation avec le modèle actuel, c'est effectivement toute la partie collecte, tri, valorisation pour pouvoir effectivement compenser au maximum les coûts et l'empreinte carbone de ce qu'on produit et de ce qu'on jette quotidiennement. Et c'est là où Iconogreen intervient. César, est-ce que Oui, alors pour rebondir en effet sur ce changement de modèle, on voit que globalement, il y a tout un écosystème qui est en train de basculer vers un modèle de circularité. On a parlé de l'évolution et de la prise de conscience côté industriel, côté distributeur. Nous, côté Iconogreen, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des nouveaux métiers, il y a des acteurs qui apparaissent, qui accompagnent ce changement de modèle avec de nouveaux moyens de collecte, de tri, de lavage, des nouveaux types d'emballage. Comment cette REP vient accompagner ce changement de modèle, le soutenir? On a des initiatives que l'on constate au quotidien qui viennent permettre à cette future REP d'atteindre ses objectifs, on l'espère en tout cas, d'un taux de réemployabilité des emballages professionnels. D'accord. Et si, Julien, chez Citeo, vous êtes en permanence en train de chercher des nouveaux partenaires. Les contributions, elles servent également à faire des best practices, à tester des opérations? Oui, c'est l'objectif. Alors, l'essentiel de l'utilisation des contributions, c'est bien pour gérer les opérations de collecte, de tri, de financement des filières de recyclage. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'améliorer la performance et puis de financer aussi des expérimentations. C'est pour ça qu'on mène régulièrement des appels à projets, que ce soit sur des enjeux de réduction, parce qu'il y a le premier levier, c'est de pouvoir essayer de diminuer la quantité de matière que l'on circule pour diminuer l'impact environnemental, pour initier, développer des initiatives sur le réemploi. Donc il y a des choses qui existent et qui se déploient actuellement sur les emballages ménagers. Là, on lance une grande phase de déploiement de systèmes de reuse sur le quart nord-ouest, grosso modo. Et puis sur les emballages professionnels, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Quand on parle de la palette, c'est quelque chose qui est très mature, voire majoritaire en réemploi sur ce type d'emballage. Mais il y a tout le sujet des caisses logistiques. On se rend compte que dans les différents secteurs d'activité, que ce soit dans la chaîne de valeur du retail ou dans des secteurs plus industriels comme la chimie, la mécanique, l'automobile, etc., il y a beaucoup d'initiatives sur le réemploi. Certaines sont matures et ça vole tout seul. Et finalement, la REP, la mutuelle qu'est l'éco-organisme n'aura pas grand-chose à faire puisque c'est déjà des pratiques qui sont instaurées. Et puis, il y a d'autres initiatives qui peinent à voir le jour parce qu'économiquement, c'est pas encore mature. Et là, c'est aussi l'opportunité de ce système pour pouvoir financer des premières expérimentations, financer l'amorçage pour pouvoir déployer à l'échelle des nouvelles solutions en fonction des différents secteurs. Merci. Est-ce qu'on peut parler des appels à projets? Est-ce qu'il existe ça chez Citeo et chez Citeo Pro aussi, de pouvoir faire des appels à projets, de venir vous voir? Je pense à mes partenaires adhérents à La Réunion, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent, parce que là on parle de la métropole, mais à La Réunion, comment ils peuvent venir vous voir pour proposer des solutions avec des marques? Enfin, ça se passe comment? Ça se passe très simplement. Ça se passe quand même sur les emballages professionnels, dès lors que la REP sera effectivement mise en place. Parce que la loi est en place, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout le cadre réglementaire n'est pas encore posé.
Dans les faits, elle devrait se mettre en place plutôt début 2026. Et effectivement, alors peut-être pas dans les premiers jours, mais rapidement, on lancera des initiatives d'appel à projets de façon à pouvoir travailler avec les entreprises, avec les industriels ou les enseignes pour initier ces initiatives que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment très important de pouvoir accompagner également toutes ces initiatives. Je regarde l'heure. Est-ce que vous avez envie de partager autre chose, Olivier? Non, moi je suis intéressé et impatient de voir effectivement les initiatives sur les emballages primaires autant que sur les secondaires. Sur les secondaires, on voit qu'on a encore beaucoup de trajets à faire, on vient d'en parler. Et sur les primaires, c'est intéressant de voir que là, on va être plus en B2B évidemment, mais que finalement, peut-être les leviers sont beaucoup plus importants en primaire qu'en secondaire, puisqu'on va toucher d'emblée les industriels, les retailers, sans passer forcément par la case shopper, consommateur. Donc finalement, on va peut-être aller plus vite. Je ne sais pas, hein, je vous pose la question, mais... Oui, et d'autant que il y a déjà des dispositifs de collecte et de tri qui se font. Et dans le B2B, on va parler avec des acteurs économiques, il y aura forcément un rationnel économique. Ce que n'a pas forcément sur l'angle des déchets. Évidemment, sur l'acte d'achat, le consommateur, le shopper a un rationnel économique et il est très important. Mais lorsqu'il y a un modèle économique qui est pertinent à mettre en place pour développer du réemploi, pour développer des emballages pro qui ont une filière de recyclage, à partir du moment où il y a cette contribution qui se met en place avec l'objectif de développer le réemploi et le recyclage sur les différentes matières, il y aura une incitation financière pour encourager les entreprises à aller dans le bon sens. Voilà. Encore une fois, nous, l'objectif, c'est vraiment de cibler là où il y a de la performance additionnelle en termes d'impact environnemental à aller chercher. Le sujet n'est pas le carton. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas collecter le carton. Au contraire, il est d'ores et déjà très bien collecté et il faut surtout que ça se maintienne, voire que ça progresse. Mais le sujet numéro 1, il va être, si on parle recyclage, il va être sur les plastiques. Il y a encore beaucoup de plastiques qui sont utilisés qui n'ont pas forcément de filière de recyclage. Donc, essayer de concevoir les emballages pro avec des résines qui sont effectivement recyclables. Il y aura ensuite un maillon pour développer des capacités de recyclage, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emballages professionnels en plastique qui partent à l'export et donc sans retour de la matière au niveau local. Et puis ensuite, pour développer ce recyclage au niveau local ou en tout cas au niveau du marché intérieur, parce que ça se gère au niveau européen, de pouvoir encourager les entreprises à intégrer de la matière recyclée dans leurs emballages. C'est vrai sur l'emballage ménager, ça sera vrai sur les emballages professionnels. Et aujourd'hui, il y a un différentiel encore important entre le coût de la matière recyclée et le coût de la matière vierge. La matière vierge est économiquement encore bien souvent plus intéressante. Là aussi, l'objectif est de pouvoir essayer de combler l'écart en incitant financièrement pour développer cette économie circulaire et cette intégration de matière. On le voit bien sur le PET, par exemple, ça typiquement, où nos clients nous demandent souvent de faire des mobiliers en PET recyclés, mais c'est plus cher que du PET vierge. Voilà, donc, et ça, c'est important, et je crois qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être que demain, on va devoir, il y a des patrons de services achats, enfin, c'est de réfléchir, oui, il y a un coût au départ qui est important, peut-être de payer un peu plus cher pour que ça dure plus longtemps. Enfin, le modèle va changer, ça c'est certain. Je pense que Clément. Peut-être juste une chose, parce que je pense que là, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont des industriels ou pas, mais en tout cas, il y a un enjeu et à mon avis, une opportunité pour les industriels. On a parlé de la charge mentale. Un consommateur ou un shopper, on dit généralement qu'il y a 3 moments de vérité. Il y a un moment d'achat, il va choisir, il va simplifier avec des raccourcis pour choisir parmi ses habitudes. Il y a le deuxième moment de vérité, c'est l'usage du produit. Et il est en train de se créer un troisième moment de vérité qui est le recyclage, avec la question où est-ce que je mets mon produit, s'il y a différents matériaux, dans quelle poubelle je le mets, est-ce que je dois le laver avant de le mettre, etc. Donc en fait, plus le parcours d'achat et de recyclage pour les consommateurs sera simple, plus les marques auront à y gagner. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, une opportunité qu'ont les entreprises
Donc de communication, de simplification. Voilà. Oui, et alors, je quitte un peu le shopper, mais pour rebondir sur le côté industriel aussi, après avoir mené maintes études, on se rend compte que vraiment, quand on se projette sur un spectre de plusieurs années, la bascule sur des modèles d'emballage réemployables a un vrai intérêt économique. Au-delà de l'intérêt écologique et de dire on va respecter la réglementation, on va limiter notre impact carbone, il y a aussi une démarche économique hyper pertinente à cela et qui est souvent d'ailleurs appréciée. On le voit dans l'e-commerce, il y a de plus en plus de e-commerçants qui envoient leurs produits avec des emballages qui viennent à être retournés. Donc le client reçoit par exemple sa boîte de chaussures, il replie son emballage, il réenvoie potentiellement au e-commerçant. Et donc l'effet positif perçu par le consommateur est aussi à mesurer. Donc voilà, il y a un avantage économique et un avantage d'image de marque qui sont importants à intégrer. Donc Clément, ça veut dire peut-être que l'un des critères, ce sera la qualité de la PLV? Ou tu vas me dire non encore? Peut-être que oui, je ne sais pas. Peut-être non, non, c'est rien. Eh ben, merci à tous. Julien, vous voulez dire quelque chose, Alexandre? Est-ce qu'il y a des questions? Bah oui, bien sûr, c'était avant Ça peut, de proposer, si vous aviez des questions sur ce sujet-là. Merci de votre intervention. Alors, plusieurs questions. La première, c'est concernant le recyclage et les filières qui existent aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est que 25% des plastiques en France sont recyclés sur une moyenne nationale à peu près de 40%. Donc, pourquoi il y a moins de filières en France? Et aujourd'hui, une filière, quand elle se crée, elle a besoin de quel volume de déchets pour se mettre en place? Ça, c'est une première question. Alors, sur les emballages ménagers, mais c'est à peu près le même taux sur les emballages pro, c'est effectivement à peu près 27-30% des emballages qui sont effectivement recyclés. Pour une moyenne sur les emballages ménagers qui est aux alentours de 70%. Donc il y a des réalités très différentes entre le verre qui est à 85-90% de taux de recyclage, parce que c'est un geste très ancré, une filière qui est très, très organisée. Et puis les plastiques sur lesquels le geste de tri est moins ancré. Donc si on ne capte pas la matière, forcément on ne la recycle pas. Et puis lorsqu'on la capte, les filières de recyclage qui ne sont pas bien établies. Ça, c'est lié au levier de collecte. Si on a des écarts avec nos voisins européens sur le taux de recyclage des plastiques, c'est souvent en partie lié au mode de collecte. Il y a un certain nombre de pays qui ont la consigne pour recyclage qui est en place. Je parle bien d'emballage ménager là, notamment sur les bouteilles et les canettes. Et ça augmente de façon assez significative le taux de recyclage. Je ne sais pas si ça répond à vos deux premières questions. Et sur la troisième, le volume, ça, je ne saurais pas répondre réellement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si les filières de recyclage ne sont pas en place, pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de filière de recyclage sur les polystyrènes? C'est parce qu'il n'y avait pas l'équilibre économique. Et ça, c'est un cercle non vertueux. Il n'y a pas le gisement, donc les investisseurs, les recycleurs n'investissent pas dans des usines de recyclage parce qu'ils n'ont pas le gisement. Donc nous, si on fait la promotion du geste de tri, il n'y a pas l'équipement qui est en place pour pouvoir développer la filière de recyclage. Et donc finalement, c'est encore à ça que sert la mutuelle, c'est de dire indépendamment du rationnel économique, raisonnons sur un temps long, en tenant compte des enjeux économiques évidemment, en se disant il faut bien investir dans la filière de recyclage, certainement peut-être en perte dans un premier temps, et donc c'est ce que la mutualité des industriels viennent financer. Dans le même temps, on encourage au geste de tri. Vous avez peut-être vu des campagnes sur les emballages ménagers. On les a pas mal concentrés sur le pot de yaourt et les nouveaux plastiques, en quelque sorte, ceux que les citoyens, les consommateurs n'ont pas l'habitude de mettre dans le geste de tri, pour justement créer le gisement et faire en sorte qu'à terme, et ça ne se prendra pas un an, c'est plutôt du 3-6 ans, que ces filières de recyclage deviennent matures et que ça vole économiquement. Parce que toute la difficulté, elle est sur vous dites qu'il faut trouver le bon plastique, parce qu'un bon plastique va pouvoir se recycler, mais le consommateur a peut-être du mal à aller chercher en fait, le plastique qui va se recycler. Oui.
Alors, faut surtout pas que le consommateur soit impliqué dans ce geste-là. Et c'est pour ça que le choix qui a été fait, c'est tous les emballages. Je quitte les emballages professionnels un instant hein, pour aller sur les emballages ménagers. Tous les emballages dans le bac jaune. Et le consommateur ne doit pas se soucier si c'est recyclable ou non. À nous de faire le job ensuite. Que ce soit éco-conçu, donc avec des plastiques qui soient effectivement recyclables. Et on s'est amélioré. Quand je dis on, ce sont les industriels, les enseignes qui se sont améliorées en la matière. Il y a à peu près 3-4 ans, on était à 35% des plastiques qui étaient potentiellement recyclables, qui avaient une filière de recyclage. On est aujourd'hui à 60% parce qu'il y a des initiatives sur différentes résines et notamment sur les polystyrènes. L'objectif, c'est de tendre vers 100% de façon à ce que on garantisse le renouvellement de la matière à toutes les entreprises qui mettent sur le marché. Et il y a effectivement un enjeu d'essayer de standardiser autant que possible les résines utilisées, notamment en essayant de privilégier les monomatériaux, les monorésines, parce que dès lors qu'on mixe, sans rentrer dans le détail technique, mais les PET et les PE ou les PE et les PP, on peut ensuite avoir des difficultés pour assurer le recyclage. Et dernière question, après je laisse la parole aux autres. Vous parliez de cette REP qui va venir. Donc on comprend que la PLV va être intégrée dans cette REP, si j'ai bien compris. Oui, oui c'est ça. Alors, oui. on n'a pas encore le cadre précis des types d'emballages qui seront concernés. Sous certaines conditions, on comprend que les PLV, mais il y a peut-être des plus experts autour de la table, seront concernés, sont considérés comme emballage professionnel et donc seront considérés et concernés par cette filière REP. Et cette contribution, elle est calculée comment ? Elle sera calculée comment ? Alors, elle sera, donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner si c'est votre question, elle sera directement liée au modèle économique, et ça c'est les éléments que l'on attend de la part des pouvoirs publics, c'est comment va se gérer ces filières de recyclage, ce financement par la REP. Ça sera assez directement lié au montant que l'on va financer pour financer l'opérateur de déchets, pour collecter l'emballage, trier l'emballage et ensuite l'envoyer en filière de recyclage. Et sur la partie du réemploi, investir dans des solutions, dans des expérimentations pour développer le réemploi. Et c'est pour ça que pour faire en sorte que la contribution soit la plus supportable possible, notre conviction, c'est vraiment qu'on flèche l'argent que là où il y a de la performance additionnelle à aller chercher. Si c'est pour financer Veolia, Suez, Paprec, auprès de qui j'ai beaucoup de respect, sur les cartons, c'est un modèle économique qui est installé, aucun intérêt. Vraiment, aller demander de l'argent aux industriels et aux enseignes pour leur mise en marché, vraiment pour pouvoir financer là où il y a la performance à aller chercher. Réponse un petit peu à côté, j'en ai conscience, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les éléments qui me permettent de vous dire le modèle économique précisément. Merci. Merci pour les interventions. J'aurais une question. On parle beaucoup d'éducation ou en fait au niveau du consommateur. On dit qu'il faut que le consommateur soit plus éduqué dans ses choix et dans l'approche. Est-ce que vous aurez, et là on parle beaucoup du côté industriel ou emballage ménager, c'est-à-dire la famille, est-ce que vous envisageriez d'aller justement dans les sites de restauration collective, puisqu'il y a de la restauration collective dans les entreprises pour les adultes, et également pour les cantines. Et donc, dans les cantines, on pourrait faire d'une pierre deux coups, à savoir proposer des PLV explicatives pour les enfants et leur dire, ben voilà, dès le plus jeune âge, il faut que tu fasses, avec cet emballage-là, le pot de yaourt, tu le mettes dans la bonne poubelle. Quand tu manges une pomme, tu le mets, etc. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Moi, j'aime beaucoup la question et j'aimerais bien que ce soit oui la réponse. Ça m'arrangerait. Bah oui, alors. Non. Peut-être en détaillant quelques éléments. Alors, c'est d'ores et déjà le job de Citeo Pro d'accompagner les restaurateurs, restauration commerciale ou restauration collective, pour développer la collecte et le tri des emballages en restauration. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est visible
par le scolaire ou par le client de la restauration collective, mais il n'empêche que c'est important. Et ensuite, c'est le sujet de la pédagogie, et notamment des plus jeunes. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des initiatives dans la restauration collective. On a pas mal d'initiatives chez Citeo et notamment des programmes éducatifs en lien avec les professeurs, en lien avec l'éducation nationale, pour pouvoir éduquer les enfants et que ça s'inscrive dans les programmes scolaires. Et on a deux programmes, deux déclinaisons pour les primaires et pour les collèges, pour les encourager en la matière. Sauf que à la cantine, on est sur le lieu de consommation et vis-à-vis du public enfant, ça peut être très ludique. Et donc, vous le disiez, on a entendu lors des présentations que bien souvent, quand une image égale 10 000 mots, et quand les gens pratiquent, ils s'en souviennent. Donc c'est plus le fait de toucher des sociétés de restauration comme Elior, par exemple, Sodexo, etc., mais qu'ils aillent développer des PLV via ce public-là. Je prends le point. On est en contact avec eux, justement dans le cadre des enjeux de restauration collective. Donc, on prendra le point avec eux. Et y a-t-il une question, une nouvelle question, une dernière question? Non. Je pense que je vous remercie à tous. Merci pour cette participation. Et puis, on se revoit pour les prochaines étapes de la loi. On va la suivre. Merci beaucoup.